Les orques chassent les grands requins blancs, leur extraient le foie avec une précision chirurgicale et apprennent à leurs petits à chasser comme des stratèges militaires. Ils retournent des blocs de glace, coordonnent des attaques et n'ont aucun ennemi naturel dans l'océan. Pourtant, dans toute l'histoire enregistrée de l'humanité, aucune orque n'a jamais tué un être humain à l'état sauvage. Et quand vous saurez pourquoi, vous reconsidérerez complètement ce que signifie réellement l'intelligence. Les bases, et elles en valent la peine. L'orque est souvent appelé épaulard ou baleine tueuse, et ce deuxième nom contient déjà deux erreurs. Premièrement, ce n'est pas une baleine. Deuxièmement, le mot tueuse crée une image totalement erronée. L'orque est en réalité le plus grand représentant de la famille des dauphins. Oui, un dauphin. Simplement un dauphin incroyablement grand. Les mâles atteignent environ 9 mètres de longueur et pèsent jusqu'à 10 tonnes. Les femelles sont un peu plus petites, environ 7 mètres et 5 à 6 tonnes. Pour vous faire une idée, c'est à peu près comme deux voitures l'une derrière l'autre, mais des voitures vivantes avec des dents. Le surnom Killer Whale n'est pas scientifique, il est populaire. Il a été inventé par des marins espagnols au XVe siècle quand ils observaient les orques attaquer des baleines. L'expression originale signifiait littéralement « tueur de baleines ». Mais quelque part dans la traduction, les mots se sont inversés et baleine tueuse est apparue. Une erreur assez heureuse pour un prédateur à qui une réputation effrayante ne peut que profiter. Le motif noir et blanc de l'orque n'est pas seulement impressionnant esthétiquement. C'est un camouflage perfectionné par des millions d'années d'évolution jusqu'à la perfection. Le dos sombre le rend pratiquement invisible vu de dessous. Il se fond dans les profondeurs obscures en dessous de lui. Le ventre clair le camoufle vu de dessus, où il se confond avec la surface lumineuse et le ciel visible à travers l'eau. Les proies ne le voient ni d'en bas ni d'en haut, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les taches blanches sur les côtés de la tête servent probablement aussi à la reconnaissance mutuelle entre membres du groupe dans l'eau trouble lors des chasses coordonnées. Vitesse 55 km/h. Pour une créature pesant plusieurs tonnes, c'est comme si un camion roulait à la vitesse d'un bolide de course. Le secret réside dans la structure du corps. De puissants muscles le long de la colonne vertébrale travaillent conjointement avec une couche de tissu conjonctif élastique, entrelacés comme des milliers d'élastiques. Chaque fois que la nageoire caudale frappe, le tissu s'étire et revient en arrière comme une fronde. À chaque contraction musculaire, 87% de l'énergie dépensée retourne en mouvement. C'est une biomécanique presque parfaite. Les ingénieurs étudient encore aujourd'hui la structure du corps de l'orque comme modèle de référence pour le déplacement dans les liquides. Où vivent les orques ? Partout, littéralement, de l'Arctique à l'Antarctique, des mers tropicales au courant polaire, au large des côtes norvégiennes. L'orque est le seul grand mammifère marin à avoir colonisé tous les océans de la planète, sans exception. On les trouve au large du Kamtchatka et de la Patagonie, en mer Méditerranée et au large du Japon. On les observe également, plus rarement, en Atlantique Nord. Des groupes ont été aperçus au large des côtes bretonnes et dans le golfe de Gascogne. Où il y a de l'eau et de la nourriture, il y a des orques. La longévité impressionne autant que les dimensions. Les mâles vivent en moyenne 30 à 40 ans. Les femelles, c'est une toute autre histoire. Certaines femelles atteignent 90 ans. 90, comparable à une vie humaine. Et ce fait, comme vous le verrez bientôt, est d'une importance absolument cruciale pour l'ensemble du groupe. Culture, quand le comportement sain d'une espèce. Certains scientifiques sont allés encore plus loin avec une affirmation audacieuse. Les orques résides et transitoires ne sont pas seulement des populations différentes. La culture les a séparées si profondément qu'il n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne deviennent des espèces biologiques distinctes. Non pas à cause de la géographie, non pas parce que des montagnes ou des courants océaniques les séparent, mais parce que la culture les sépare. C'est probablement le seul cas connu sur Terre où des différences culturelles créent une nouvelle espèce biologique. De façon similaire à la manière dont certains humains ont développé la capacité de digérer le lactose après que le lait de vache est devenu une part de leur alimentation. Les orques évoluent grâce à leurs propres choix et traditions. La famille au cœur de tout. Si vous voulez comprendre l'orque, oubliez l'image du prédateur solitaire. L'orque est avant tout un être social, attaché à sa famille, et sa famille est organisée d'une manière qui ferait réfléchir même les anthropologues.
À la base, il y a le matriarcat. Le groupe est dirigé par la femelle la plus âgée, pas le mâle le plus fort, mais précisément la femelle la plus ancienne. Elle en sait plus que tous les autres. Elle sait où chercher de la nourriture dans les années de disette. Elle connaît les routes migratoires des poissons. Elle sait quels endroits mieux éviter. Ces connaissances représentent la mémoire collective de tout le groupe, accumulée au fil des décennies. Quand les ressources sont rares, les groupes avec les femelles les plus âgées en vie trouvent de la nourriture significativement mieux que ceux où ces femelles sont absentes. Et ici commence quelque chose d'absolument fascinant. Les femelles orques font partie des rares animaux sur Terre à traverser la ménopause. C'est un phénomène rare dans la nature. En dehors des orques, on le connaît chez le globicéphale, le narval et l'être humain. Chez la grande majorité des animaux, les femelles se reproduisent jusqu'à la fin de leur vie. Mais les femelles orques cessent de mettre bas vers 30 à 40 ans et vivent ensuite encore plusieurs décennies. Pourquoi ? En apparence, d'un point de vue évolutif, cela n'a pas de sens. Un individu qui ne se reproduit pas ne transmet pas ses gènes. Mais la science a trouvé la réponse et on l'appelle l'effet grand-mère. Après avoir cessé de se reproduire, la femelle ne concurrence plus ses propres enfants et petits-enfants pour les ressources. Toute son énergie se redirige ailleurs. Elle devient la bibliothèque vivante de tout le groupe. Dans les années où le saumon disparaît des zones de chasse habituelles, ce sont précisément les femelles les plus âgées qui savent en premier où se diriger. Elles se souviennent de routes qui n'ont plus été empruntées depuis 20 à 30 ans et conduisent le groupe là où les jeunes ne sont jamais allés. Des recherches ont démontré que lorsque la femelle la plus âgée meurt, la mortalité parmi ses descendants augmente brusquement dans les années qui suivent. Le groupe perd littéralement un morceau de sa raison collective. Et maintenant, les mâles. Franchement, quand j'ai appris cela, j'ai dû vérifier dans plusieurs sources parce que cela semblait presque incroyable. Les mâles orques ne quittent jamais leur mère. Jamais. Ils restent auprès d'elle jusqu'à sa mort. Chez la plupart des animaux, les mâles quittent le groupe natal une fois devenus adultes. C'est la stratégie évolutive de base pour éviter la consanguinité. Les mâles orques restent avec leur mère, s'accouplent avec des femelles d'autres groupes lors de brèves rencontres et rentrent à la maison. Les conséquences sont stupéfiantes. Quand la mère meurt, la mortalité des fils adultes dans les 2 ans qui suivent augmente brusquement. Et plus le fils est âgé, plus le risque est grand. Un mâle adulte de 8 tonnes, âgé de 20 à 30 ans, et il a encore besoin de sa mère. Cela va complètement à l'encontre des représentations habituelles des prédateurs comme des machines autonomes de survie. Le groupe se compose généralement de 3 générations, la grand-mère, ses enfants et ses petits-enfants, tous ensemble, toujours proches. On appelle cela un groupe matrilinéaire. Plusieurs de ces groupes, qui se retrouvent régulièrement ensemble, forment un sous-groupe, et plusieurs sous-groupes forment un clan. Chaque groupe parle son propre dialecte. Ce n'est pas une métaphore, c'est la stricte vérité. Les scientifiques ont commencé à enregistrer et analyser les sons de différents groupes dès les années 1970 et ont découvert que chaque groupe dispose de son propre ensemble d'appels et de sifflements qu'on ne retrouve chez aucun autre groupe. Les jeunes orques apprennent le dialecte de leur mère et des autres membres du groupe, exactement comme les enfants apprennent une langue. D'après le dialecte, on peut déterminer à quel clan appartient un animal. C'est un marqueur culturel comme l'accent des gens de différentes régions, un peu à la façon dont l'oreille française distingue spontanément un accent marseillais d'un accent alsacien, ou ch'ti. Le deuil, les orques pleurent leur mort. C'est probablement la formation la plus difficile que j'ai rencontrée en préparant ce texte. En 2018, une femelle d'un groupe du Pacifique a porté pendant 17 jours le corps de son petit mort-né sur son museau, et ne le laissait pas partir. Quand le corps commençait à couler, elle plongeait encore et encore en dessous, et le remontait. Les autres membres du groupe étaient proches. Parfois, ils touchaient aussi le petit. Les chercheurs qui observaient cette scène disaient qu'il était impossible de la regarder sans ressentir quelque chose au fond de soi. Structure sociale et éducation. Chez les orques, il y a hiérarchie, conflit, respect de l'âge. Les femelles les plus âgées coordonnent la chasse. Ce sont elles qui décident où et comment attaquer. Les jeunes observent et apprennent. Parfois, les adultes créent délibérément des situations d'entraînement. Ils relâchent une proie déjà capturée
pour que les jeunes s'exercent à chasser de manière indépendante. Il est arrivé que des adultes apportent des proies vivantes à de jeunes orques qui ne savaient pas encore chasser, comme s'ils leur apportaient un jouet. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de la culture. La transmission du savoir d'une génération à l'autre. Le cerveau, le centre caché, parler du comportement des orques sans mentionner leur cerveau, c'est comme analyser les performances d'un ordinateur sans parler du processeur. Regardons à l'intérieur. Le cerveau de l'orque pèse entre 5 et presque 7 kg. Pour comparaison, le cerveau humain pèse environ 1,4 kg. En taille absolue du cerveau, les orques occupent la 2e place parmi tous les animaux de la planète, dépassés seulement par le cachalot. Mais ce n'est pas la taille qui compte, c'est la structure. Il existe un indicateur appelé indice de girification. Il mesure à quel point le cortex cérébral est plissé, combien de replis et de circonvolutions il possède. Plus il y a de replis, plus il peut contenir de cellules nerveuses dans un volume donné, et plus l'information est traitée rapidement. Chez l'homme, cet indice est de 2,2. Chez les dauphins communs, 5,6. Chez les orques, 5,7. C'est la valeur la plus élevée de tous les animaux sur Terre. Le cerveau de l'orque est plus plissé que le cerveau humain. Personnellement, c'est cela qui m'a le plus frappé dans tout ce sujet. Pas la taille, pas la vitesse, mais ce cerveau. Une créature que nous avions l'habitude de percevoir comme un grand poisson, et qui pense, se souvient, ressent et peut-être même se perçoit elle-même. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Les orques sont capables de planification complexe. Ils conservent des informations à long terme. Ils apprennent non seulement de leur propre expérience, mais aussi en observant les autres. Ils transmettent des connaissances à la génération suivante, ce que les scientifiques appellent le transfert culturel des compétences. Une attention particulière mérite le cortex insulaire, une structure cérébrale spécifique qui chez l'homme est associée à la conscience de soi, à l'empathie et à la capacité de percevoir l'état de l'autre. Chez les orques, elle est développée de façon exceptionnelle, peut-être mieux que chez toute autre espèce. Cela signifie, ou du moins le suggère de manière très convaincante, que les orques sont capables de quelque chose de semblable à la compassion. Ils sont conscients de l'état des autres membres du groupe. C'est peut-être précisément pour cela qu'ils aident leurs congénères blessés, n'abandonnent pas les faibles et pleurent leur mort. En 2001, des scientifiques ont effectué le test du miroir. Des marques ont été appliquées sur les corps des orques, une claire sur une zone sombre et une sombre sur une zone claire. Et on leur a présenté un miroir. Un animal sans conscience de soi perçoit son reflet comme un autre individu. Un animal avec conscience de soi comprend qu'il se voit lui-même. Les orques marquées se sont arrêtées devant le miroir pendant de longues périodes. Elles tournaient la tête et examinaient les marques sous différents angles. Avant l'application des marques, elles ne se comportaient pas ainsi. Ce n'est pas une preuve définitive de conscience de soi, la science est prudente dans ses formulations. Mais c'est un signe très convaincant d'un être conscient de son propre corps. Les chercheurs ont également documenté chez les orques ce qu'ils ont appelé la mémoire à long terme, dans un contexte social. Les individus se reconnaissent même après de longues séparations. Dans un cas, 2 femelles ont été séparées et placées dans des parcs marins différents pendant plusieurs années. Lors des retrouvailles, elles ont immédiatement repris les modèles de communication connus, comme si elles ne s'étaient jamais séparées. Il ne s'agit pas seulement d'une mémoire de forme ou de silhouette, c'est la mémoire d'une personnalité concrète. L'écholocation. Les orques émettent des clics, des sons haute fréquence de 20 à 60 kHz. Ces sons se propagent dans l'eau, se reflètent sur les objets et reviennent. Un tissu adipeux spécialisé dans la partie frontale de la tête, appelé melon, capte le signal réfléchi et le transmet au cerveau. Ainsi, l'orque obtient une image tridimensionnelle de l'espace environnant. Il voit, par les sons, jusqu'à 150 mètres de distance. Dans l'eau sombre, à grande profondeur, là où la vision ne vaut rien. Mais le plus remarquable n'est pas la portée, c'est la précision. Les orques peuvent distinguer différentes espèces de poissons grâce au signal d'écholocation. Ils entendent la différence entre le saumon chinook et d'autres espèces de saumon et chassent intentionnellement celui qu'ils veulent. C'est un niveau de perception sensorielle qui dépasse les capacités de nombreux instruments modernes.
La chasse, le travail d'équipe comme art. Et maintenant, parlons de ce qui a fait de l'orque le prédateur le plus redouté de l'océan, la chasse. Les différentes populations ont des spécialisations différentes, mais une chose les unit. Aucune stratégie ne fonctionne en solo. Tout est travail d'équipe, avec planification, répartition des rôles et ajustement tactique en plein milieu de l'attaque. Ce type de comportement est extrêmement rare dans la nature. Stratégie 1, l'échouage délibéré. Sur les côtes argentines, au niveau de la péninsule de Valdés, les orques ont perfectionné une méthode de chasse qui coupe le souffle. Ils se jettent littéralement sur la plage, saisissent un otarie au bord de l'eau et retournent dans l'océan. Cela semble simple. En pratique, c'est l'une des manœuvres les plus complexes et les plus dangereuses de tout le règne animal. Pour se jeter sur la plage et revenir, l'orque doit atteindre près de la surface une vitesse d'environ 30 km/h. Il doit estimer avec précision la pente du rivage, choisir le bon moment de la vague et réussir à se retourner parallèlement au rivage avant de se retrouver dans des eaux trop peu profondes. Une fraction de seconde, 1 mètre d'espace, et tout peut rater. S'il rate, il reste échoué. La gravité commence à peser sur les poumons. Les muscles ne peuvent plus soutenir leur propre poids. Sans eau, l'orque meurt en quelques heures. L'erreur coûte la vie. C'est pourquoi l'apprentissage dure des années. La mère teste d'abord à plusieurs reprises le rivage seul, essaye l'angle, évalue les galets, observe comment les vagues se roulent. Ensuite, elle pousse délicatement le petit vers le bord de l'eau, juste pour qu'il sente le sol solide sous son corps et surmonte la peur instinctive de la terre. Puis elle exécute seule la manœuvre complète. C'est seulement après que vient la première tentative indépendante. Les premières tentatives échouent parfois. Il arrive que le petit aille trop loin et reste échoué. Alors la mère nage près de lui et montre par ses mouvements comment se balancer pour se libérer. Cela dure parfois des heures. C'est une vraie école avec des examens auxquels on peut échouer. Stratégie 2, la chasse à la vague en Antarctique. Si l'échouage délibéré représente le courage, ceci est de l'ingénierie pure. Les orques antarctiques chassent des phoques qui reposent sur des plaques de glace flottantes. Le problème, l'accès direct aux phoques est impossible. La plaque est dure et même une orque très puissante ne peut pas la briser par l'impact. Mais elle peut créer une vague. Un groupe d'orques commence à nager en synchronisation sous l'eau, à environ 15 mètres de profondeur, aussi près de la surface que possible sans y émerger. Le phoque ne les voit pas, seulement l'eau sombre. Au dernier moment, tous plongent brusquement sous la surface. Le mouvement de leur corps crée un tourbillon qui génère une vague d'1 mètre ou plus. La première vague brise la plaque. Le phoque se déplace sur le morceau le plus grand. Les orques encerclent la nouvelle plaque et commencent à la réduire méthodiquement, vague après vague. Ils enlèvent les morceaux de glace qui entravent leur élan. Ils déplacent la plaque vers l'eau libre, où l'attaque est plus facile. Ils réfléchissent plusieurs coups à l'avance. Quand la plaque atteint la taille voulue, vient la dernière vague. Le phoque glisse dans l'eau. Les scientifiques qui ont observé cela pour la première fois disaient qu'ils avaient du mal à croire leurs propres yeux. Un tel niveau de coordination et d'anticipation chez un animal. Selon un chercheur, cela dépasse le niveau de coordination en équipe dont sont capables la plupart des groupes humains. Stratégie 3, la chasse aux baleines grises. C'est l'opération la plus difficile et la plus longue de l'arsenal des orques. Une baleine grise pèse 40 tonnes. Même pour une orque, c'est une tâche impossible individuellement. Et ainsi, l'équipe travaille à nouveau ensemble. Le groupe trouve une femelle baleine grise avec son petit pendant la migration. 2 à 3 orques s'occupent de la mère. Elle la frappe par les côtés, la distrait, l'empêche de se concentrer sur sa défense. Le reste s'occupe du petit. La tactique n'est pas de mordre, mais de percuter. Le corps massif et lourd de l'orque est une arme. Il frappe le petit, cherche à l'affaiblir, puis le pousse sous l'eau et ne le laisse pas remonter à la surface pour respirer. La mère se défend désespérément, mais ils sont trop nombreux. Une telle attaque peut durer 2 à 3 heures, parfois plus. Au final, les orques ne mangent que la langue et les tissus mous de la cavité buccale. La couche de graisse de la baleine est trop épaisse pour être mordue, mais cela représente tout de même des centaines de kilogrammes de nourriture pour laquelle le groupe a travaillé pendant des heures.
un choix rationnel et conscient, prendre ce qu'on peut atteindre et partir. Les chercheurs qui ont observé la chasse aux baleines grises la décrivent comme l'une des actions collectives les plus complexes jamais enregistrées chez des animaux. Pendant l'attaque, chaque membre du groupe connaît son rôle. Certains attaquent, d'autres tiennent position, d'autres attendent leur moment et remplacent ceux de devant quand ils s'épuisent. Ce n'est pas une horde chaotique, c'est une équipe coordonnée où chacun comprend l'objectif commun. Ce qui est le plus remarquable dans cette chasse, c'est la persévérance. Les orques ne cèdent pas, quand l'attaque échoue, ils se regroupent et recommencent. Ils peuvent poursuivre une cible pendant des heures en changeant de tactique au fil de la situation. C'est précisément cette persévérance combinée à l'intelligence qui les rend imbattables au sommet de la chaîne alimentaire. Stratégie 4. La chasse au grand requin blanc, c'est la stratégie qui a stupéfié toute la communauté scientifique. Le grand requin blanc, symbole de la terreur océanique, 3 à 4 mètres, des mâchoires puissantes, le parfait prédateur solitaire, est presque sans défense face à l'orque. Les orques poursuivent les requins en paire ou en petits groupes. Ils frappent le requin par le côté, le choc l'étourdit et le retournent sur le dos. Dans cette position, le requin entre dans un état appelé immobilité tonique, une catalepsie réflexe, une immobilisation complète. Il ne bouge pas, il n'offre aucune résistance. Et alors vient la chose la plus incroyable. Les orques ouvrent le requin avec une précision chirurgicale et n'en extraient que le foie. Rien d'autre. Le foie d'un grand requin blanc peut peser plusieurs centaines de kilogrammes et est riche en graisse à valeur calorique immense. Les orques le savent et ne prennent que ce dont ils ont besoin. Le reste du corps coule simplement au fond. L'écologie de la peur a ce phénomène par lequel la peur d'un prédateur modifie le comportement de la proie dans toute une région. Les scientifiques donnent le nom d'écologie de la peur. Les orques influencent non seulement ceux qu'ils chassent, mais aussi ceux qui savent simplement de leur présence. Quand des requins quittent une zone à cause des orques, tout l'écosystème se transforme. La pression sur les poissons que chassaient les requins change. Pourquoi les orques n'attaquent pas les humains ? Les orques sont suffisamment intelligentes pour reconnaître l'être humain comme quelque chose de différent. Ni menace, ni proie. Une autre catégorie. Et troisièmement, et c'est probablement l'argument le plus convaincant, il y a la culture. Si aucune mère n'a jamais chassé des humains, elle n'a jamais appris à le faire à personne. Et tout ce qu'une orque sait, elle l'a appris de sa famille. Les préférences de chasse, les stratégies, le dialecte, tout se transmet de génération en génération. La tradition de ne pas attaquer les humains a pu se former, comme toute autre tradition du groupe, et fait maintenant simplement partie de leur code culturel. Les menaces, créées par nous, avec toute leur puissance, l'orque est vulnérable, et les menaces auxquelles elle est confrontée n'ont rien à voir avec des ennemis naturels. Elle n'en a aucun. Ces menaces, c'est nous qui les avons créées. La première, et la plus grave, la pollution chimique. Les polychlorobiphéniles, connus sous l'abréviation PCB, un groupe de substances chimiques industrielles utilisées dans le monde entier jusqu'aux années 1980, puis interdites. Mais dans l'océan, elles ne sont allées nulle part. Les PSPN ne se dégradent pratiquement pas. Ils s'accumulent dans le tissu adipeux des créatures marines et se concentrent à chaque niveau de la chaîne alimentaire. L'orque se trouve au sommet de cette chaîne. Elle accumule tout. Chez les femelles, les PSB sont partiellement transférés aux petits via le lait maternel durant les premiers mois de vie. Cela signifie que chaque nouveau petit commence sa vie avec déjà une dose de toxines. Des concentrations élevées suppriment le système immunitaire et réduisent la capacité de reproduction. Certaines populations en Europe, notamment dans les eaux autour du Royaume-Uni, ne comptent aujourd'hui plus que quelques individus. Les scientifiques le disent ouvertement, sans changement, ces populations sont condamnées. Depuis quelques années, aucun petit n'y est plus né. Ce sujet concerne aussi directement la France. Des décennies d'activités industrielles intenses, en Normandie, dans la vallée de la Seine, dans les complexes pétrochimiques de l'estuaire de la Seine qui se déversent dans la Manche, ont contribué à la contamination au PCA des eaux françaises. Les analyses menées sur des dauphins et marsouins échoués sur les côtes atlantiques françaises révèlent régulièrement des niveaux alarmants de PSCB. La France fait d'ailleurs l'objet de procédures européennes en matière de qualité des eaux marines. L'orque n'est pas une victime lointaine.
Elle est le miroir de nos propres choix industriels. La deuxième menace, la réduction de la base trophique. Les populations résidentes qui se nourrissent de saumon souffrent de la disparition de ce dernier. Les saumons diminuent à cause de la pêche industrielle, de la destruction des zones de reproduction dans les rivières et des changements de température de l'eau. Les orques doivent nager de plus en plus loin. Les femelles mettent bas moins souvent. Moins de petits survivent. La population résidente au large de la côte sud de l'Amérique du Nord, l'une des plus étudiées au monde, ne compte aujourd'hui qu'un peu plus de 70 individus. C'est déjà à la limite. La troisième menace, la pollution sonore. Pour un être dont toute la vie repose sur le son, c'est une catastrophe silencieuse. Le bruit continu des moteurs de navires, des sonars militaires et des installations industrielles les rend littéralement sourds à leur monde. Ils ne peuvent pas chasser normalement, ne peuvent pas communiquer normalement, stress, désorientation, perturbation des liens au sein du groupe. Dans les eaux françaises, le trafic maritime intense entre la Manche et l'Atlantique, l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés du monde, représente une source de pollution sonore permanente. Le port du Havre, deuxième port français, génère à lui seul un flux de navires considérable dans des eaux où des cétacés, dont des orques occasionnels, évoluent. La quatrième menace, la capture accidentelle dans les filets de pêche. Ce sont surtout les jeunes individus qui n'ont pas encore appris à reconnaître le danger qui court ce risque. Pour un groupe où chaque petit compte, c'est un coup porté à l'avenir. Les orques figurent aujourd'hui sur les listes internationales de protection. De nombreuses populations régionales sont reconnues comme menacées. L'efficacité de la protection dépend en grande partie de la rapidité à laquelle on réussira à réduire la pollution et à reconstituer la base trophique. Des scientifiques et des organisations de conservation travaillent sur ces menaces. La pêche au saumon est limitée dans les zones clés. Des règles sont introduites pour le trafic maritime à proximité des populations sensibles. Des zones marines protégées sont déclarées où la pêche est restreinte. Mais le principal obstacle, les PCE dans l'eau et dans le tissu adipeux des créatures marines, ne disparaîtra pas pendant de nombreuses décennies, même si toutes les sources de pollution s'arrêtaient immédiatement. Ces substances chimiques sont déjà dans le système. Elles continueront à circuler dans les chaînes alimentaires pendant encore longtemps. C'est probablement l'aspect le plus difficile de tout ce sujet. Réaliser que le problème a été créé en 100 ans et qu'il faudra bien plus longtemps pour le résoudre. Conclusion, l'orque n'est pas simplement un animal. C'est un miroir dans lequel nous voyons inopinément quelque chose de familier. La famille, l'éducation, le deuil, la culture, l'intelligence. Elle pourrait nous tuer et ne le fait pas. Et c'est précisément cela, je crois, qui en dit plus sur elle que toutes les stratégies de chasse réunies.